Bienvenue sur Génération Liée, un podcast de Peuple et Culture. Pour faire simple, Peuple et Culture, qu'on appelle aussi PEC, c'est un groupe d'associations réparties partout en France. Notre but ? Promouvoir une éducation qui ne s'arrête pas à l'école, mais qui continue tout au long de la vie. Chez PEC, on pense que tout le monde devrait pouvoir exprimer ses opinions et être acteur et actrice de la vie démocratique de manière égale. Pour ça, on propose aux gens de développer leur esprit critique à travers des activités éducatives, culturelles, artistiques et même des rencontres de jeunes. Ces idées sont au cœur de Peuple et Culture depuis sa création, il y a 80 ans, quand d'anciens résistants ont misé sur l'éducation pour reconstruire la société après la guerre. Ce podcast vise à interroger différents sujets, comme la montée de l'extrême droite, l'interculturalité, l'inclusion, la place des femmes et les enjeux écologiques qui portent depuis longtemps et portent encore les travaux de nos assos. Ainsi, des personnes de tout âge, de toute génération se succéderont au micro pour échanger sur ces sujets parfois complexes, en partageant leurs points de vue et leurs expériences. Rejoignez-nous pour échanger et mieux comprendre le monde qui nous entoure. Donc, je suis Sonia, en service civique à l'Union Peuple et Culture, et je suis aujourd'hui donc avec Ludo et Paul pour qu'on discute ensemble de ce qui constitue des modes d'apprentissage alternatifs et de leurs enjeux. Dans cet épisode, on aura l'occasion d'aborder l'éducation en dehors du système éducatif classique et des lieux institutionnalisés. Et est-ce que vous voudriez bien vous présenter peut-être un peu plus en détail ce que vous faites à Peuple et Culture et votre parcours professionnel ou personnel? Et donc bien moi, donc Ludo Labrune, je suis un salarié permanent d'une association membre du réseau Peuple et Culture qui s'appelle la Maison des Jeux de Grenoble. Ça fait 19 ans que je suis salarié de cette association-là. Et mes fonctions au départ, c'est d'être animateur socioculturel et éducateur spécialisé, formateur pour la Maison des Jeux. Et en plus de ça, je m'investis au sein du réseau Peuple et Culture dans différentes instances que sont le conseil d'administration, le collectif, qui est l'équivalence du bureau, le groupe formation, et je coordonne une recherche-action qui croise principes de l'éducation populaire et des droits culturels. Voilà. Et je travaille en partenariat avec une autre association qui a rejoint récemment le réseau Peuple et Culture, qui s'appelle Codevad, qui est entre autres un centre de formation dans le champ de l'éducation populaire, et je coordonne un BPGEPS. Voilà. Donc Paul Fayolle, je suis à la retraite depuis un certain temps, depuis 2009. Alors, dès que j'étais lycéen, j'ai fait des camps d'ados avec un prof, c'était une association laïque, et donc apprendre à prendre des responsabilités sur le terrain. De ma formation catho, j'étais à la GEC aussi, au lycée, donc avec cette idée de réfléchir sur ce qu'on fait. Bon, après j'ai passé mon diplôme de moniteur de colonie de vacances, et quand j'ai été à la fac pour devenir enseignant, j'ai poursuivi ma formation professionnelle sur le côté psychopédagogique avec toute la période dynamique de groupe, et je suis allé suivre en 67 un stage d'entraînement mental à une université d'été de Montpellier de Peuple et Culture, et qui m'a vraiment emballé sur deux points. Là, bon, tout l'état d'esprit de Peuple et Culture, bon, je ne vais pas en parler là, c'est pas le sujet, mais sur le côté entraînement mental, qui donnait une approche méthodologique. Ce qui m'a intéressé, c'est que Peuple et Culture défendait deux choses. On ne disait pas l'éducation tout au long de la vie, on disait la formation permanente, l'éducation permanente à l'époque. Donc c'est une chose que je sentais nécessaire. Et deuxième point, non seulement plaider pour cela, mais proposer des méthodes, dont l'entraînement mental, toutes les méthodes d'expression. Et donc là, ça m'a beaucoup servi. J'ai travaillé avec Peuple et Culture, et quand je suis devenu enseignant, j'ai été mis à disposition pendant 4 ans à Peuple et Culture pour le service formation à l'époque de la loi de 71, on en reparlera. Et donc pendant 4 ans, j'ai assuré des actions de formation dans différentes entreprises et organismes. Après, je suis devenu chef d'établissement, et à la retraite, quand j'ai eu un peu plus de temps, je suis redevenu à Peuple et Culture. J'avais guère lâché, j'étais très souvent au conseil d'administration, mais j'avais pas vraiment le temps de m'investir quand j'étais chef d'établissement. Et à la retraite, j'ai repris mon investissement auprès de PEC, et je suis devenu président de 2011 à 2016, le dernier président, puisque en 2016 ou 2017, PEC a décidé de travailler avec un collectif sans avoir de président.
Je vous remercie pour ces présentations. Donc Peuple et Culture est un acteur partenaire de l'éducation formelle, proposant également des formations certifiées qui enrichissent l'apprentissage traditionnel. Je voulais voir un peu avec vous comment Peuple et Culture parvient justement à compléter cette éducation formelle tout en valorisant des savoirs non académiques et quelles méthodes sont utilisées pour sortir justement de la hiérarchie traditionnelle des savoirs et ainsi promouvoir plutôt une diversité des compétences. Moi, je suis un défenseur des savoirs académiques, et notamment actuellement avec tout ce qui se passe dans le monde, il faut les défendre énormément. Mais le deuxième point, Peuple et Culture, justement, s'est créé avec Geoffroy Dumasdier notamment, dès 1936 et avant. Dumasdier, sa grande question, c'était de dire, lui, il avait eu l'avantage d'être boursier, de pouvoir aller au lycée, de poursuivre des études supérieures. Et il se disait, par rapport à ses petits camarades de Noisy-le-Sec, eux, ils n'ont pas eu cette chance-là de poursuivre des études. Alors, comment les aider à pouvoir acquérir ce qui est nécessaire pour pouvoir agir sur leur propre milieu? C'est pour ça qu'il a travaillé sur les méthodes pédagogiques et des méthodes pédagogiques différentes des méthodes de l'éducation nationale. Et dès le début, dans le manifeste, il est dit on ne doit pas faire pour les adultes ce qu'on a fait avec les enfants. Enfin, il ne faut pas reproduire avec les adultes ce qu'on a fait avec les enfants. C'est vraiment, mais c'est pas contre les savoirs académiques, puisque Dumasdier lui-même a été professeur des universités, créé du savoir. Donc, c'est un autre moment, c'est un autre objectif que celui de savoir académique. Oui, et c'est pas, enfin, ce n'est pas opposable. Et effectivement, oui. Il y a déjà l'idée de sortir, il y a une représentation qui est faite, et qui est, en mon sens, aussi une mauvaise compréhension de l'éducation populaire, qui serait de mettre de côté les savoirs académiques. Et il y a effectivement une complémentarité, et même l'éducation populaire, du coup, intègre voilà les savoirs académiques. Après, là, on se questionne sur comment la porosité peut se faire dans les doubles sens. En tout cas, dans le fondement, et là on y reviendra plus tard sur de manière un peu concrète dans la formation, que ce soit pour adultes ou même pour des enfants. L'idée de base de l'éducation populaire, c'est de partir des gens, de partir que ce soit des enfants, des adultes, en tout cas on part de soi et on va vivre quelque chose ensemble. C'est-à-dire qu'on part des gens, on va vivre une expérience collective et il y a tout un cadre qu'on va construire autour de cette expérience-là qui peut être pensé pédagogiquement, et là il y a plein de courants, et dans ce schéma-là, enfin en tout cas dans ce mouvement-là, on part des personnes et de leur vécu, 2, on vit quelque chose de collectif, 3, pour produire quelque chose. Et dans cette expérience collective-là, on n'écarte pas du tout les savoirs académiques. Voilà, c'est comment on peut faire rejoindre des savoirs d'expérience et les savoirs académiques. Et je voudrais aussi dire faut quand même nuancer aussi l'idée que dans l'éducation nationale, il y a plein de courants, il y a plein d'approches qui partent des enfants, y compris au sein de l'éducation nationale. On parle plus forcément de transmission de savoir, mais aussi de construction des savoirs. Donc il y a tous ces courants pédagogiques là qui sont mises en place, et puis même dans les méthodes, parce qu'on va parler bien sûr des méthodes actives de l'éducation populaire, c'est ce qui fait faire la différence aussi, on n'est pas que sur le fond, il y a les savoirs, mais il y a aussi les méthodes, et évidemment qu'il y a aussi des enseignants qui utilisent des méthodes actives également. Oui, c'est-à-dire que, notamment avec les adultes, là je parle plus des enfants pour l'instant, on en reparlera, mais pour les adultes, ils ont une expérience et un vécu, et on ne peut pas travailler avec eux en faisant comme si cela, au contraire, c'est cela qui doit alimenter leur réflexion et leur façon d'être, et c'est de cela qu'on part pour arriver, parce que l'objectif quand même de l'éducation populaire, c'est le développement de la personne, son émancipation si on veut, et la transformation sociale. Il y a une notion et d'abord de développement individuel et de développement collectif pour agir sur le monde dans lequel on est. Donc vous aviez commencé aussi à aborder déjà donc cette question un peu d'horizontalité, donc de l'apprentissage, de la formation en tout cas. Est-ce que vous pourriez un peu revenir sur cette horizontalité dans l'éducation populaire aussi, et si on en ressort aussi dans l'éducation nationale? On a François Morel, qui est à la fois un sociologue et puis une personne qui vient
du mouvement des MJC, qui le pose comme ça. Christian Morel. Christian Morel. François Morel, Christian Morel. C'est le comique. Tu sais, c'est celui qui Oui, fait tout à fait. Christian Morel. Donc, en gros, il y a quand même la question du cadre. Et c'est-à-dire qu'on va construire un cadre ensemble. Et ensuite, il y a un principe d'équivalence des points de vue. C'est-à-dire que, et ça c'est la légitimité que chaque personne a dans le groupe pour s'exprimer. Et ça c'est très important de le poser dès le démarrage. Ensuite, l'idée c'est que à l'intérieur de ce cadre collectif, on va partir de l'expérience des gens. Donc quelles que soient les méthodes utilisées, les personnes vont pouvoir partir d'elles. Et là, c'est là où on sort d'un rapport. On n'est plus dans un rapport descendant, mais bien horizontal. C'est que chaque personne, là où elle en est dans la vie, et quelle que soit sa trajectoire, elle va pouvoir exprimer sa représentation sur un objet qui est à mettre en discussion. On part de soi. L'expérience collective, ça va être le dialogue. Et là, il y a des pédagogues comme Freire qui ont parlé du dialogique et cette importance le fait de pouvoir confronter son point de vue avec d'autres. Et Christian Morel, il dit aussi, ça crée cette mise en contradiction des points de vue, va créer il parle de conflit créateur, c'est-à-dire que c'est pas grave, on le dit souvent en fait, dans nos cadres collectifs qu'on crée, c'est pas grave de ne pas être d'accord, et c'est important de pouvoir le dire. Et voilà, et de faire vivre comme ça des espaces de contradiction. Et il faut pas avoir peur de ça. Et ça, c'est un parti pris très fort et qui est important parce que si on n'accepte pas la confrontation et dans le sens contradiction des idées et qu'il n'y a pas cet espace-là de débat et de dialogue, eh bien en fait on n'est plus dans une forme d'horizontalité. Et ensuite, le fait d'avoir croisé ça avec les autres, ça va permettre d'avoir un premier retour sur sa propre représentation et de pouvoir la retravailler et de la reformuler par ailleurs. On peut intégrer un troisième niveau qui va être, une fois qu'on a échangé entre nous, ça n'empêche pas le fait d'avoir des apports extérieurs, et donc là où on peut partir sur des méthodes d'autodocumentation. On va chercher de l'information. Et donc, au sein de Peuple et Culture, par exemple, dans l'entraînement motal, la phase d'autodocumentation, elle est importante, mais il y a plein d'autres méthodes. Et donc ça, c'est ça c'est on va dire c'est une troisième phase. Et la quatrième, c'est de pouvoir, à partir du dialogue, de la documentation, de l'autodocumentation, d'avoir une phase de production, de connaissances nouvelles. Et là, c'est sûr qu'on est sur une autre démarche, parce que comme Paul l'a rappelé, l'objectif, il se situe au niveau de l'émancipation. On reviendra sur l'émancipation de la personne de manière globale. Et c'est-à-dire que là où dans l'éducation nationale, les objectifs sont différents de l'éducation populaire, puisqu'on est sur aussi le développement et l'acquisition de connaissances académiques, alors que dans l'éducation populaire, on n'est pas là pour évaluer si telle connaissance, tel savoir est acquis ou pas. Donc ça, c'est la démarche globale. Alors si on en revient à l'autodocumentation, qui est un des éléments très forts, parce que dans l'entraînement mental, moi ça a été l'approche très forte que j'ai trouvée de Peck et qui est énormément utile quand on est animateur, quand on est professeur, quand on fait dans des tonnes de situations, c'est de savoir à peu près quelle opération mentale on exécute à un moment où on l'exécute. Et un des points qui est capital dans l'entraînement mental, c'est les aspects et les points de vue, et donc de savoir si on est sur un point de vue qui est une opinion, ou si sur un aspect qui est un aspect méthodologique, ça peut être l'aspect psychologique, l'aspect économique, etc. Et la grille d'entraînement mental permet, pour l'auto-formation, par exemple pour une lecture, qu'est-ce que je vais chercher dans une lecture? Est-ce que je vais chercher à m'informer sur le sujet, c'est-à-dire à avoir des éléments sur la situation? Est-ce que je vais chercher une lecture qui posera des problèmes? Est-ce que je vais chercher une lecture qui va me donner des solutions, et je suis à la recherche de solutions, ou des explications? En complément aussi, pour revenir sur la question du rapport descendant, en tout cas, il y a la question de la posture qui est essentielle, effectivement, où dans l'éducation populaire, on refuse qu'il y ait une posture descendante. Et ça s'incarne aussi. Et cette question de la posture en formation, elle est essentielle. Et finalement, le rôle d'une personne qui forme dans le cadre de l'éducation populaire, ça va être de créer un cadre et les conditions qui permettent aux personnes mises en relation collectivement d'échanger, d'exprimer, de créer des savoirs.
Voilà, la démarche, elle est là Oui. aussi. Oui. Vous avez pu commencer à aborder donc cette question de l'auto-formation, qui est que chacun soit acteur réellement de son apprentissage et de son éducation de façon volontaire, et qui suppose aussi une relation entre formateur et apprenant qui soit plus complexe et multidimensionnelle. Pour vous, quelles sont les conditions de l'auto-formation et comment est-ce que l'on peut, en tout cas, la favoriser pour que les personnes soient réellement actrices de leur apprentissage, en tout cas aussi parce que tout le monde n'est pas forcément au courant aussi de ce qu'est l'auto-formation. Je dirais qu'il y a des outils pour l'auto-formation. Et ces outils, justement, ils peuvent s'apprendre collectivement dans des groupes, comme on le fait à Peuple et Culture. Ils peuvent s'apprendre aussi dans la classe, enfin, je veux dire, dans la classe scolaire. Autant on défend l'auto-formation, autant elle ne descend pas du ciel comme ça sur l'individu. Elle se cultive. Dans l'auto-formation, nous, à notre niveau, enfin au niveau de Peuple et Culture et des associations membres de Peuple et Culture, on est sur l'auto-formation collective. C'est-à-dire que Geoffre Dumasdier, l'un des fondateurs de Peuple et Culture, a beaucoup parlé d'autodidaxie et de comment on permet aux personnes sur leur temps libre, avec l'augmentation du temps libéré par rapport au temps de travail, d'avoir un temps, un emploi de son temps libéré du travail, utile socialement. Et donc la partie auto-formation individuelle, on a un moyen d'agir dessus, mais nous, notre moyen d'agir dessus, c'est sur l'auto-formation collective. Parce qu'après, l'idée, c'est de permettre aux personnes de s'outiller. Après, ce qu'elles en font ou pas, ça leur appartient. Et donc, dans l'auto-formation collective, en fait, là, je vais pas le redire, mais ça reprend le processus, que j'ai décrit précédemment, hein, partir de soi, le groupe, le dialogue, et après, dans l'autodocumentation, nous, à Peuple et Culture, on s'est formé donc à l'entraînement mental, et l'entraînement mental est par exemple un outillage méthodologique très fort pour pouvoir, alors on dit, penser et agir dans la complexité, et en tout cas moi, à titre personnel, je sais pas toi Paul, mais l'entraînement mental, finalement, on l'utilise peu en réunion d'équipe pour penser une situation insatisfaisante avec de la complexité. Par contre, individuellement, c'est quelque chose qui m'a construit dans la manière de penser les différents aspects d'un problème. Si on prend l'exemple de l'arpentage, c'est un bon exemple. C'est comment je vais jamais prendre le temps seul de lire un ouvrage. Certes, l'arpentage, on peut pas parler de lecture collective parce qu'on n'a pas lu à la fin de l'arpentage d'un ouvrage, on l'a pas lu. Mais par contre, on a commencé à se l'approprier, à développer une pensée dessus, pour pouvoir ensuite, derrière, on est quand même facilité pour pouvoir lire, si on le souhaite, l'ouvrage seul. Je pensais à ça, et puis je pensais aussi, toujours Christian Morel qui dit que, par rapport au conflit, finalement, nous, notre travail, c'est de créer des espaces où la contradiction est possible, et Morel, il dit que c'est en faisant conflit qu'on crée la coopération. Parce que c'est de la confrontation de points de vue qui va créer du coup de nouveaux savoirs en lien avec une connaissance ou une représentation qu'on a sur un objet, sur un savoir. Donc ça c'est important à piger dans la logique. Aujourd'hui, on en a besoin en fait. Je le dis parce que en termes c'est en lien avec l'émancipation. Ça, on va en parler derrière. Aujourd'hui, on voit bien comment la contradiction, elle veut être contenue en fait, et c'est difficile. Là on parle les libertés associatives qui sont menacées, on voit bien comment les espaces de contradiction, ils sont difficiles à tenir, et donc là on est au cœur de la démocratie, quoi. Oui, de savoir sur certains aspects, nos points de vue divergent, suivant les positions ou sociales, ou idéologiques, ou culturelles, qu'on a, et pourtant il faut savoir que sur ce point-là, on est en désaccord. Et après, il faut voir comment on peut sortir justement pour l'action de ce désaccord pour arriver justement, je me répète, à une action. Mais il faut pointer, et on a beaucoup de difficultés à l'heure actuelle à le faire. Les gens n'aiment pas le conflit.
Oui, et dans l'idée de l'apprendre, enfin vraiment dans l'apprentissage, et quand on dit apprendre autrement, dans l'idée de l'auto-formation et de s'autonomiser, hein, parce qu'il y a quand même l'idée de s'autonomiser, c'est de comment on arrive à faire avec la contradiction, c'est-à-dire l'accepter et reconnaître son utilité pour aller vers plus d'émancipation. Et le travail de l'éducation populaire, c'est d'apporter un outillage pour qu'un collectif, enfin des groupes, puissent gérer ces espaces de contradiction pour pouvoir créer des formes de solutions derrière. Et alors évidemment, ça va passer par par de la création de savoir. Et en fait, tout l'enjeu, il est là. Et je trouve que là, quelque part, la démarche de l'entraînement mental, elle montre très bien, elle illustre bien cette question-là, à la fois d'horizontalité, à la fois d'expérience collective, à la fois d'autonomisation, à la fois de ne pas être dans la compétition, et en même temps, ne pas être dans la compétition, ça veut pas dire qu'il ne faut pas être dans la contradiction. C'est c'est pour ça que c'est une approche méthodologique qui est très forte dans la culture de Peuple-et-Culture et qui a fondé son identité. Alors, on va venir du coup à la deuxième partie, donc plus axée sur la formation des adultes, formation professionnelle. L'éducation populaire, en tout cas, a pour projet d'encourager la formation tout le long de la vie, comme vous l'avez abordé, et donc c'est de continuer donc cette formation initiale qui est proposée à l'école pour les adultes. Je voulais revenir avec vous sur plutôt la formation professionnelle telle qu'elle avait été établie, et donc ces différences aussi avec la formation des adultes qui a pu être soutenue en tout cas par les mouvements d'éducation populaire, pour éclaircir en tout cas pour les auditeurs. Donc après 1968, la formation des adultes, c'est une question qui a été saisie donc par les pouvoirs publics, où il y a eu des tentatives de négociation en tout cas avec les organisations syndicales et avec certaines associations d'éducation populaire, et qui au final a débouché en 1971 sur la loi Delors, donc sur la formation continue des adultes dans le cadre professionnel. Oui, mais dans le cadre de l'éducation permanente. Oui, donc j'allais y venir, mais oui, effectivement, il y a la mention du cadre de l'éducation permanente, et il y avait cette visée, en tout cas à la base, de réduire donc des inégalités qui sont inhérentes à la formation initiale. Déjà, comment Peuple et Culture s'est positionné par rapport à cette loi de 1971, et qu'est-ce que vous diriez sont les limites et les opportunités qui sont apportées par cette loi? Alors moi je dirais, en 71, Peuple et Culture, sur la formation des adultes, je vais dire était en avance. Quand je dis en avance, c'est pas... mais proposait un certain nombre de justement les méthodes qui n'étaient pas proposées par ailleurs et qui se distinguaient de la formation initiale scolaire. Et donc ça a été, au moment où la France se développait dans les 30 Glorieuses, c'était nécessaire de produire de la formation professionnelle pour que les gens puissent être adaptés aux nouveaux besoins de l'économie. Et derrière Peuple et Culture, derrière cela, il y avait l'idée que la formation est nécessaire tout au long de la vie, pas nécessairement uniquement professionnelle. Très vite, Dumasdier, il avait pensé que les organisations, les entreprises ne s'en tireraient que si elles devenaient d'une certaine façon éducatives. Enfin, je veux dire que c'est que en développant leur propre la formation de leurs membres, qu'elles arriveraient à se développer elles-mêmes. Par contre, à PEC, il y avait deux mouvements. Il y avait ce mouvement-là qui pensait que la formation professionnelle était nécessaire, ça c'est vrai, mais pas déliée, il fallait la lier à la formation de l'individu aussi. Et il y avait ceux qui, parce que PEC, il y a un nombre de collègues marxistes, qui, eux, ont toujours pensé que l'entreprise, il fallait s'en méfier, c'était un lieu d'exploitation, et qu'il fallait rester à distance de l'entreprise. Peuple et Culture a défendu la loi de 71, et les camarades étaient un peu bousculés, parce que les syndicats comme la CGT ont défendu la loi de 71, mais en pensant plutôt que c'était à l'éducation nationale ou aux universités de proposer des choses plutôt que à l'univers marchand, voire à l'univers éducation populaire. Alors ça, c'est très marrant parce que dans la revue Esprit,
de 74. Esprit enquête auprès des syndicats, des associations. Que pensez-vous de la loi 71? Ça, c'est une autre 74. Alors, c'est Revent qui répond. Alors bon, il dit, ce qu'il y a de merdique, enfin, non, c'est pas ça qu'il dit, hein. Mais ce qui ne va pas, c'est que on a dit, c'est la formation professionnelle. Ok, on est d'accord, il faut de la formation professionnelle, mais dans le cadre de la formation permanente, c'est-à-dire la formation, je veux dire, plus totale des individus, et ça, on n'y est pas arrivé. Revent donc dit, ça c'est trop limité, la part de l'affectif, de l'émotionnel, du créatif ne trouve pas une offre là-dedans dans les activités de formation. Ce qu'il dit, c'est il faudrait arriver, moi je suis là beaucoup, à une nouvelle loi sur la formation. Qui est la loi sur la formation professionnelle? Ok, mais il faut pas faut que l'éducation permanente, et or ce côté d'éducation permanente a été abandonné petit à petit. Maintenant, avec la loi de 2018, de ce que j'en ai vu avec des collègues qui ont réfléchi là-dessus, eh bien, c'est plutôt la demande de l'entreprise. Le salarié a droit d'aller faire un certain nombre de formations, mais qui sont très réduites en fonction des besoins plus économiques de l'entreprise, et pas nécessairement de ses besoins à lui. Je veux dire, le besoin économique peut aider aussi à un besoin personnel, mais ça ne remplit pas la fonction. Il n'y a pas forcément de contradiction si on enlève une visée financière. Il n'y a pas forcément de contradiction avec le fait de vouloir former pour, dans un cadre professionnel, pour bien maîtriser son métier. C'est-à-dire se former, enfin quand on parle d'éducation populaire, d'éducation permanente, c'est ce qui va permettre à l'individu, à la personne, de pouvoir avancer, cheminer, mieux faire dans tout un tas de domaines. Pas forcément que sur un temps professionnel, sur les différents temps, mais y compris le temps professionnel. Et donc l'éducation populaire n'a aucun problème avec ça. Et en tout cas, si on prend les liens, si je m'appuie sur ma pratique entre, par exemple, animation socioculturelle et éducation populaire, voilà, on forme des animateurs, animatrices socioculturels, et il y a quand même l'idée de développer des savoir-faire relationnels pour bien faire son travail. Et donc ça s'inscrit bien dans la formation professionnelle, et on peut complètement mobiliser des démarches d'éducation populaire là-dedans. Par contre, effectivement, comme l'a bien rappelé Paul dans l'histoire, et ça va en s'accentuant, c'est que aujourd'hui, dans la formation permanente, voilà, il n'y a plus de moyens financiers qui sont mis en place pour pouvoir, à une personne adulte, de pouvoir se former sur des domaines qui l'intéressent, pour elle, pour son développement. Et aujourd'hui, ce qui est demandé, et ce qui est financé par l'argent public, c'est que je dois justifier d'une formation en lien avec des compétences précises, et qui plus est, plus ces compétences me permettront d'exercer un métier qui est en tension, en lien avec le marché du travail, plus j'aurai de l'argent. Donc en plus, voilà, donc ça se resserre. Donc là, voilà, c'est plutôt au niveau du contexte social global qu'il y a des... Oui, l'offre par le CPF, l'offre pour le salarié, je suis un peu en dehors, puisque je suis plus dans le professionnel maintenant, mais l'offre pour le salarié est une offre qui se réduit à ce dont a globalement besoin l'entreprise en tête. Les besoins peuvent à certains moments se concilier, enfin, je veux dire, être intéressants, comme tu le disais, à la fois pour le salarié et, enfin, pour l'entreprise et pour le développement propre du salarié, mais il peut pas aller plus loin dans d'autres domaines que l'entreprise néglige, enfin, qui n'intéressent pas l'entreprise. Sur la réforme, c'est sûr que sur la réforme de la formation professionnelle, aujourd'hui, si là on est en ce moment très clairement concerné par la réforme Calliope, qui est la certification qualité pour les organismes de formation, et en tout cas ce qu'on peut observer par rapport aux effets de cette réforme-là. L'objectif au niveau national, il était là aussi, c'était de réduire le nombre d'organismes de formation. Donc, ce qui veut dire que les petites structures qui faisaient un peu de formation, c'est pas qu'elles ne peuvent plus en faire. C'est que si on n'a pas cette certification-là, les personnes qui travaillent, les travailleurs travailleuses, ne peuvent plus faire appel par exemple à telle association pour se former parce qu'elle n'a pas la certification. Donc, ce qui veut dire que toutes les structures qui n'étaient pas organismes de formation, mais qui proposaient de temps en temps des formations. Et là, je fais le lien avec l'éducation populaire, parce que dans l'éducation populaire, on est une association, on développe une pratique, et on a envie de transmettre
sur notre pratique, mais c'est pas le cœur de notre métier. Mais voilà, je fais de la médiation du livre et j'ai envie de transmettre. Eh bien là, je ne peux plus. En tout cas, cette formation-là, elle va pas. Si la structure n'a pas la certification qualité, ben, elle va pas pouvoir être prise en charge financièrement. Et donc du coup, ça amène aussi une logique de soutien des organismes de formation et des gros organismes de formation. Ça c'était un effet. Et à Peuple et Culture, on a cette certification, dans certaines associations du réseau également. Et en fait, on a bien vu comment la logique comptable et administrative vient prendre le pas. Alors, sur des logiques pédagogiques, on peut mobiliser nos pédagogies. Mais en tout cas, il y a un temps dédié pour les personnes, à de l'administratif qui va venir grappiller sur le temps pédagogique parce que les procédures administratives sont telles que, pour une petite structure, il faut que la personne qui est formatrice, bien, elle fasse beaucoup de choses. Alors que quand on est un gros service où il y a d'un côté du personnel administratif et puis de l'autre les formateurs, formatrices, ça va être mis en place. Donc tout ça est bien articulé. Donc ça a cet impact-là aussi de comment le temps administratif s'augmente. Et puis, on arrive parfois à des situations un peu ubuesques sur les différents critères et les indicateurs qu'on doit amener en termes d'éléments de preuve pour pouvoir bénéficier de cette certification. Eh bien, on voit bien comment pédagogiquement ça ne tient pas, mais on est obligé de le faire. Et ensuite, il y a quand même quelque chose aussi autour des compétences, c'est-à-dire que là, Calliope, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que tout est relié aussi avec le système par compétence, qui encore une fois en soi n'est pas contradictoire, mais ne peut pas être le seul axe. C'est-à-dire que nous, dans l'éducation populaire, on ne travaille pas que sur les compétences, puisque l'idée c'est aussi de contribuer au développement de l'esprit critique. Et un des éléments critiques actuels de ce que j'ai compris, où on allait par la loi de 2018, la dernière loi, et donc c'est que par la formation continue professionnelle, on espérait il était l'idée que la personne pouvait, par exemple, acquérir un diplôme complet qui le libérait éventuellement de l'entreprise où il était pour pouvoir, s'il voulait, aller ailleurs. Et maintenant, il n'a plus nécessairement la possibilité d'avoir le diplôme complet. Il peut avoir des parties de compétences, ce qui ne le libère pas, en somme, de son entreprise, qui a besoin de ces compétences-là, mais il aurait peut-être besoin du diplôme complet pour aller sur une autre entreprise et changer. Donc sa liberté n'est pas la liberté du travailleur là-dessus, est réduite là-dedans. Alors là, on parle des salariés. Mais il n'y a pas que les salariés dans notre pays. Et j'allais dire, et après la retraite, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on est plus formé? Donc il y a toute une idée du droit à la formation tout au long de la vie, qui est quelque chose dont tout le monde se dit c'est un droit à la formation, mais il n'est pas du tout, mis en œuvre pour un grand nombre de personnes. Les salariés, oui, peuvent, dans un champ réduit, mais les autres, ce droit-là, n'est pas un droit réel. Bien sûr, tout le monde peut aller essayer de se former, encore faut-il en avoir le moyen, encore faut-il en avoir la possibilité. Donc là, il y a un champ qui a été d'ailleurs abandonné, à mon avis. Je ne vois pas bien qui a repris ça en intérêt, ni les syndicats pour l'instant, ni les associations. C'est pas vraiment défendu. Personne n'est porteur de cette volonté d'élargir la loi. Je vois. Donc vous abordez la façon dont cette formation continue est plus orientée vers les entreprises et leurs besoins. Mais donc Peuple et Culture est un mouvement d'éducation populaire qui doit concilier son approche avec des certifications comme Calliope. Donc je voulais un peu savoir comment Peuple et Culture justement intègre cette démarche d'éducation populaire avec des certifications qui ont leurs propres exigences, tout en favorisant tout de même le développement personnel des individus. Alors, il y a une histoire de lutte, de lutte, et quels sont les espaces institutionnels de ces luttes. C'est-à-dire que c'est pas difficile, quelque part, d'avoir une certification Calliope, parce que c'était une certification qualité. Et on espère bien, en tout cas, on peut le revendiquer haut et fort, que nos formations sont de qualité. Ce n'est pas contradictoire de s'inscrire dans le champ, sauf que, c'est ce que disait Paul, c'est que nos démarches d'éducation populaire, on les anime dans nos formations certifiées Calliope,
à destination de professionnels, parce que dans le champ de l'éducation populaire, nous on intervient au sein de Peuple et Culture, évidemment, bien toutes les personnes qui travaillent notamment dans des associations d'éducation populaire, mais aussi pour les professionnels des champs de la culture dans le sens ministère de la culture, mais également dans le champ social, à destination des professionnels du travail social, pour les enseignants aussi, tout le lien avec l'éducation nationale. Donc, on forme beaucoup de monde qui travaille. Et ces personnes ont besoin de se former. Et à Peuple et Culture, on a des ressources, oui, à transmettre. Voilà, on a un outillage, comme on en parlait auparavant, précédemment, à transmettre, à partager. Donc ça, on le fait, mais uniquement à destination des professionnels. Et donc là, je le raccroche à la question de, finalement, la contradiction, elle est sur, si on a envie d'être dans une éducation permanente tout au long de la vie, on ne peut pas s'adresser qu'à une seule partie de l'humanité, qui est celle, des gens qui ont un emploi. Voilà, faut distinguer emploi et travail. Ou alors, on va effectivement pouvoir, mais ça c'est pas Calliope, c'est là où il y a du financement quand même en dehors du travail, un petit peu, c'est pour la formation des bénévoles. Mais là, c'est pas du droit à la formation individuelle. Là, ce sont des personnes qui s'engagent dans des associations et au travers de leur engagement collectif peuvent bénéficier d'une formation, mais qui va servir l'intérêt collectif. Donc ça, c'est important à poser. Et après, à l'intérieur de ces injonctions à répondre à des cahiers des charges de certification qualité, c'est la question du sens qui est toujours là, du sens de nos démarches et des partis pris politiques que nous gardons. Et en fait, quand on anime des espaces où on part, encore une fois, des gens, de là où les personnes peuvent exprimer un point de vue, ça va faire contradiction, et on va pas le taire, au contraire, il va s'exprimer, on va travailler dessus. Eh bien, à partir de ce moment-là, quelque part, on allie et à la fois des démarches pédagogiques et démarches politiques. Mais effectivement, on ne touche pas, on ne touche pas l'ensemble de la population. On peut faire une offre, d'abord qui va être très, très diversifiée, mais qui, d'abord, certaines personnes ne pourront pas avoir accès à cette offre-là. Là, on est sur une question. Moi, je reviens vraiment à la question. Il faudrait je ne sais pas qui d'ailleurs pour l'instant, mais qu'on s'empare de ce point-là pour revenir à une loi, pour l'instant, que personne ne demande. Mais qui nous paraît à moi, dans la logique de ce que nous voulons faire dans l'éducation populaire. Maintenant, on va aborder la visée d'émancipation. Donc, comme on avait pu l'aborder, l'éducation populaire a cette volonté de transformation sociale globale, et ça vient avec donc cette émancipation des individus, et donc à cette formation qui a cette visée-là. Du coup, j'aimerais bien aborder avec vous comment on voit cette visée d'émancipation aujourd'hui, et si vous voyez une évolution au fil des années, ou si elle se conçoit et se met en place de la même façon. Moi, je peux pas parler de comment l'émancipation était, ça je laisserai Paul parler de comment l'émancipation était vue il y a 20, 30, 40, 50 ans, depuis la fondation même de Peuple et Culture. En tout cas, la vision qu'on en a, donc dans le travail qu'on mène actuellement dans notre recherche-action, on croise les fondements de l'éducation populaire avec l'exercice des droits culturels. On a dû se mettre d'accord sur ces fondements-là de l'éducation populaire. Et c'est pour ça que je citais Christian Morel auparavant, parce que dans la littérature scientifique, c'est un auteur qui rassemble sur les fondamentaux. Et lui, il a posé plusieurs missions d'éducation populaire, et l'une de ces missions, c'est l'émancipation individuelle et collective. Je dis ça pour pouvoir la définir. C'est important de définir qu'est-ce qu'on entend par émancipation. Et donc, voilà, nous, la vision qu'on utilise, en tout cas collectivement en ce moment dans un groupe à Peuple et Culture, Christian Morel, il dit que c'est sortir, aussi modestement que cela puisse être, de sa place qui nous a été assignée dans la société, par des conditions sociales de toutes sortes. Voilà, donc sortir, même si c'est de manière très modeste, de la place qui nous a été assignée. Ça, c'est une définition de l'émancipation sur laquelle on s'appuie.
Et après, sortir de sa place, ça veut dire quoi en lien avec nous dans notre travail? C'est la question de l'autonomie, l'autonomisation des personnes, c'est la question de la liberté d'expression, de création, et aussi, et ça c'est le croisement avec les droits culturels qu'il a apporté, la liberté de positionnement. Liberté d'expression, c'est liberté, c'est la capacité effective de pouvoir m'exprimer, mais au sein d'un groupe, dans différents espaces sociaux, voire dans l'espace public. Liberté de création, parce que donc l'expression fait appel à la parole, fait appel à l'écriture. Dans la création, c'est aussi, on va parler justement des formes artistiques aussi, comme manière de pouvoir s'exprimer. Et liberté de positionnement, c'est de pouvoir dire oui ou non, j'en suis ou j'en suis pas. Et ça c'est important. Donc ça c'est ce qui va fonder, en gros c'est les fondements de l'émancipation. Et là nous on travaille là-dessus, c'est-à-dire que quand on va inscrire notre travail dans des cadres de formation pour adultes, c'est comment nos démarches pédagogiques en formation des adultes va permettre le développement de cette autonomie. Est-ce qu'on mobilise des méthodes qui permettent la liberté d'expression et de création? Ça c'est un premier point. Et puis je voudrais m'appuyer sur la dernière université d'automne de peupliculture qui a été organisée, je crois que c'était en 2016. À Saint-Imier. À Saint-Imier, en Isère, pas très loin de Grenoble. On a fait appel, il y avait un intervenant qui à l'époque venait de sortir son bouquin il n'y a pas longtemps, justement, qui s'appelle L'émancipation, et son sous-titre, je crois que c'est Se libérer des dominations. C'est une définition de l'émancipation, se libérer des dominations. Et donc l'éducation populaire, un des fondamentaux, c'est de déconstruire et de lutter contre des mécanismes de domination. Et François Galichet, il nous amène en fait à réfléchir sur quelles sont les conditions. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment on travaille sur cette déconstruction et cet affranchissement vis-à-vis de ces dominations. Et lui, il dit, dans les conditions de la libération, il parle de réflexivité. Et donc ça revient à tout ce dont on a parlé jusqu'ici. Quand on parle que ça doit passer, on part de soi, le dialogue, c'est toujours la même chose. C'est un retour sur soi. Voilà, donc c'est la réflexivité. C'est le collectif. C'est l'expérience collective. Et l'enjeu là, Galichet, il le formule comme ça, une montée en généralité, c'est-à-dire, il faut sortir du cas individuel. C'est-à-dire, tant que je vois mon problème que c'est mon problème à moi, si j'arrive à relier mon problème à d'autres et avec d'autres, eh bien du coup, je sors de l'individuel et ça va être évidemment une des conditions de l'émancipation, ça va être le passage au collectif. C'est pour ça qu'on parle d'émancipation individuelle et collective. Et la troisième condition, il nous dit, c'est la résistance, et c'est d'arriver, par rapport à cette résistance-là, à sortir d'accusations générales, à arriver à formuler des revendications précises. Et donc quelque part, et c'est là où quand Paul parlait d'outillage, dans l'éducation populaire, on doit acquérir des outils qui nous permettent de nous organiser collectivement pour agir, quelles que soient nos luttes, puisqu'évidemment c'est un autre fondamental de l'éducation populaire, c'est bien de lutter contre les inégalités sociales, culturelles, économiques, de toutes sortes, et qui sont entretenues par des mécanismes de domination. Bien tout ça, ça va s'apprendre. Eh bien, aujourd'hui, je me relie vraiment à ce que ces deux auteurs ont formulé, et après de lire et de relire notre travail en tant que dans un contexte de formation à l'aune de ça. Mais ça me paraît très très fort là ce que tu dis de Galichet, parce que Dumasdier avait bien vu justement la résistance, parce que quand on s'émancipe, on risque de sortir de son milieu ou de son groupe. Donc il y a une résistance du groupe et l'individu risque de retomber. Enfin, c'est un jugement de valeur, mais je veux dire, il est prisonnier de son groupe, et pour en sortir, il faut être costaud, parce que sinon il va s'exclure. Et donc effectivement, la notion du collectif qui nous permet de nous émanciper dans des cas. Bon, il y a un certain nombre de cas où il n'y aura peut-être pas besoin d'aller vraiment dans des collectifs nouveaux, parce que soit on va être dans tel groupe intellectuel plutôt que dans tel autre, ou dans tel groupe qui prend position politique plus que dans tel autre. Mais dans d'autres cas, affectivement, on est vis-à-vis de sa famille, on sait tous que, j'allais dire, des enfants homosexuels et tout ça ont beaucoup de mal à pouvoir l'exprimer, parce que, je veux dire, pouvoir sortir de la contrainte familiale est très difficile. Enfin, donc l'émancipation n'est pas si simple.
c'est pas si simple que ça. Et effectivement, ce que tu dis là, les trois conditions de Galichet, que me paraissent effectivement très très importantes. En ce moment, il y a une réforme du BPGEPS. Le BPGEPS, c'est le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Et il y a une réforme de ce BPGEPS sur la branche animation. Alors c'est intéressant parce que c'est un diplôme du champ de l'éducation populaire. Là, c'est le ministère de la jeunesse et des sports, en lien avec les délégations régionales, qui organisent cette réforme de ce BPGEPS-là. Et il y a à la fois des blocs de compétences en lien avec, on va dire, des savoir-faire très méthodologiques. Comment j'arrive à construire une séance d'activité, comment j'arrive à construire un projet d'animation, comment j'arrive à communiquer, et tout ça en mobilisant des démarches d'éducation populaire. Et là, dans cette nouvelle réforme, il y aura une nouvelle épreuve en lien avec l'animation de la vie quotidienne et autour du vivre ensemble. Et derrière ça, c'est comment les stagiaires qui seront dans cette formation arriveront à démontrer comment elles mobilisent des démarches d'éducation populaire. Et bien là, nous, si on a envie d'être, là je le raccroche à l'émancipation, on n'est pas que des formateurs de futurs techniciens. Évidemment qu'il y a une technique, il faut maîtriser la méthodologie de projet, comment on part, et d'ailleurs dans cette méthodologie de projet, comment on part d'un territoire, comment on ancre un projet dans un territoire. La méthodologie de projet et le technique, c'est pas en contradiction avec des valeurs. Quand on dit ça doit s'inscrire dans un territoire, qu'on doit pas être hors sol, et comment on s'appuie, on part d'observation, on parle de public, comment on en identifie des besoins, des trajectoires, des parcours, qu'on distingue bien besoins, d'envie, etc. Bon, on fait tout ce travail-là. Ça, c'est sur la partie méthodologie de projet. Et bien ensuite, quand on parle mobiliser des démarches d'éducation populaire, ça veut dire, dans nos contenus, comment on va être à la fois attentif dans l'animation de la vie quotidienne, dans notre posture, dans la mise en place de nos projets d'animation, sur des supports qui permettent de favoriser l'égalité filles-garçons. Par exemple, on va être là-dessus. Une bonne maîtrise de la laïcité aussi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Sur des démarches interculturelles, comment on peut... Soi-même, on revoit sa posture pour ne pas être condescendant vis-à-vis des personnes qui nous côtoient. On va être sur la question du plurilinguisme, on va être sur la question de l'intergénérationnel. Et donc, bien sûr qu'on voit les fondamentaux de l'éducation populaire et même des droits culturels. Et on va voir tout un tas de contenus transversaux, mais qui sont là, qui servent, professionnellement, mais qui servent aussi en tant que personnes, et même... habitante d'un quartier, citoyenne, et c'est ça qui nous intéresse. Et finalement, ces formations, elles se font sur 1 an et demi chez nous, et quand une personne nous dit à la fin de cette année et demie qu'elle a été transformée, parce qu'évidemment on parle de transformation sociale, mais aussi transformation de soi, et bien là, on se dit, nous c'est notre indicateur. Et cette personne, elle nous dit pas qu'elle a été transformée parce maintenant elle sait construire un projet d'animation. C'est pas ça. Elle nous parle aussi de toute la richesse de l'expérience collective. Et nous, notre travail, c'est comment on a réussi à faire en sorte que c'est le groupe, finalement. C'est pas que l'équipe de formation qui transmet des choses. C'est ce qu'on aura construit. Ça, c'est le cœur de notre démarche. Et c'est comme ça qu'on le relie avec en tout cas, mon travail a une visée dans une visée d'émancipation. Merci beaucoup. Alors, sur le lien de la visée d'émancipation avec la notion de citoyenneté et de démocratie, donc déjà je vais redonner rapidement la définition du Conseil d'État de la citoyenneté, qui le définit comme le droit de participer aux décisions relatives à la communauté politique. Donc je voulais déjà repartir sur le fait que cette citoyenneté, c'est un sujet en tout cas qui est de plus en plus présent aussi à l'éducation nationale. On le voit dans des cours de MC par exemple qui sont de plus en plus établis et qui regroupent aussi bien l'apprentissage du fonctionnement des élections, des institutions décisionnelles, mais aussi de la laïcité, comme tu l'avais abordé, et aussi sur le fonctionnement de l'école en elle-même. Les associations d'éducation populaire, on retrouve aussi souvent cette notion de citoyenneté, en tout cas dans la visée d'émancipation. Je voulais voir aussi avec vous quel était ce rôle de l'éducation populaire aujourd'hui sur les enjeux de formation et d'éducation à la citoyenneté. Pourquoi cette visée émancipatrice au sein de lieux parallèles aux lieux institutionnalisés est importante aujourd'hui, en tout cas en lien avec la notion de citoyenneté. Moi je pense que la notion donc et d'émancipation et de justement de savoir construire soi-même ou avec d'autres du projet,
en se libérant justement par l'émancipation des places assignées, ça va dans le sens de la citoyenneté. On devient un citoyen, entre guillemets, libre. Je mets libre entre guillemets, mais plus libre si on arrive comme ça à sortir du rôle assigné. Après, la notion de citoyenneté, elle est toute la vie pour tout le monde. Je veux dire que on en parle bien sûr beaucoup à l'école maintenant, on en parlait beaucoup moins autrefois. Là, il y a des apprentissages premiers, mais après il faut la vivre. Et pour la vivre, il faut justement là aussi avoir des outils. Moi, je voudrais raccrocher aussi la question de citoyenneté à celle de démocratie. Ça va être important pour la suite. Et on s'appuie comme définition de la démocratie de celle de Paul Ricoeur. Donc là, je nous la cite, parce que c'est important pour la suite. Est démocratique une société qui se reconnaît divisée et traversée de contradictions, mais qui donne à chacune l'égal droit et l'égale possibilité de s'exprimer sur ces divisions, de les analyser, d'en délibérer et de les arbitrer. Et donc, pourquoi c'est important de revenir sur ça? Parce qu'on revient à nos fameuses espaces de contradiction et de pouvoir s'exprimer dessus. Donc, quelque part, encore une fois, dans un contexte de formation, on doit apprendre à pouvoir exprimer ces contradictions-là. Parce que si on n'apprend pas ça, on rate l'enjeu démocratique. Et donc, ce qui veut dire que dans l'éducation populaire, on est là aussi pour favoriser le développement d'une pensée critique. C'est sûr. Et donc, cette pensée critique ne peut naître qu'à travers le fait de pouvoir nommer, rendre visibles ces contradictions. Ça, c'est un premier point. L'autre point, Paul l'a déjà dit, c'est l'outillage. C'est-à-dire, c'est comment on va s'outiller pour avancer. Il faut à la fois des connaissances, les contenus, mais il faut aussi des méthodes. Et donc, ça s'apprend à penser et agir collectivement. Puis, un autre élément, c'est l'ancrage. Là, on a déjà dit, mais c'est comment on s'ancre dans son territoire, quelle que soit l'échelle. Et par rapport à ça, quand on parle de citoyenneté, il faut aussi qu'on développe, nous, notre esprit critique sur cette même notion. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas accès par le droit, puisque c'est pour ça qu'on fait le lien avec la définition de la démocratie, puisqu'il y a plein de personnes qui n'ont pas accès par le droit à la citoyenneté. Et l'éducation populaire, donc elle ne s'adresse pas qu'aux citoyens et citoyennes, par exemple, en l'occurrence en France, sinon il y a plein de personnes qui ne sont pas concernées par nos actions, et notamment toutes les personnes migrantes, en demande d'asile, réfugiés. Il y a quand même beaucoup de personnes en France qui n'ont pas accès à cette citoyenneté-là. Donc il faut aussi avoir un regard vigilant là-dessus, et que le travail de l'éducation populaire, c'est bien de permettre à ces personnes d'avoir accès, et un réel accès à cette citoyenneté aussi. Eh bien, donc on va conclure cette session. Juste, est-ce que vous auriez des remarques à rajouter? Moi je me répète, on a tout un travail à faire sur la loi législatif qui n'est pas fait. C'est un des axes qu'il faut qu'on redéveloppe. Je ne sais pas comment, j'ai pas la solution, mais là c'est un manque. Et moins sur la formation, mais sur ce qui pourrait être aussi creusé là, et là on n'en a pas parlé, c'était en tout cas dans l'histoire, c'était entre éducation nationale et éducation populaire, parce que ça fait partie de l'histoire de Publiculture, les postes de mise à disposition de l'éducation nationale, les fameux postes MAD, Publiculture en a eu. Oui. Donc sur ces postes de mise à disposition, peut-être que Paul, tu pourrais nous en dire deux mots, parce que là on est vraiment sur ces liens, et donc en tout cas dans l'histoire, moi ce que j'ai retenu de ces postes-là, pour faire des passerelles entre l'éducation populaire et l'éducation nationale, c'était aussi de se dire que dans les associations d'éducation populaire, il y a de la ressource, que ce soit au niveau de pratiques artistiques, pratiques sportives, et donc il y a des enseignantes qui vont aller travailler pour ces associations, et donc pour faire des liens entre le temps de l'école et ces pratiques. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en... Là-dessus, il y a eu une période où l'État, comme subvention, donnait un enseignant, souvent un instituteur, professeur des écoles, avec son salaire, transférait ça à l'association, et était mis à disposition de l'association qui, pour les actions que l'association menait. Et alors moi, j'ajouterais là-dessus, si on reparle de l'école, il nous manque une politique aussi. À côté de l'école, bien sûr, il y a tout le périscolaire, mais ça dépend beaucoup
des qualités et des possibilités des collectivités territoriales, alors il me semble qu'il faudrait qu'on instaure justement, parce que ce qui fait partie des inégalités sociales, c'est quand un gamin d'une bonne famille a les moyens, lui permet d'avoir un certain nombre d'activités en dehors du temps purement scolaire, alors que l'autre risque de rester soit chez lui, regarder la télé, enfin avoir des activités il aide beaucoup moins intellectuellement ou affectivement ou sportivement. Il manque actuellement une capacité entre l'éducation nationale et les collectivités territoriales, qui sont très éparses, d'avoir l'obligation de donner aux enfants de la formation, de l'éducation en dehors de son temps scolaire. Les collectivités font de leur mieux souvent, mais ça fonctionne plus ou moins bien. Mais l'éducation populaire, ce n'est pas que le moment de l'école. Le moment de l'école est extrêmement important, mais il y a tout le reste tout au long de la vie qu'il ne faut pas négliger. Et donc, est-ce que vous auriez des ressources, des choses que vous avez lues, des livres ou que vous avez entendus, que vous aimeriez partager à ce sujet, ce large sujet, à nos auditeurs? Toi, tu vas dire des choses plus récentes. Moi, je vais reprendre quand même le classique, l'histoire de l'éducation populaire de Cacérès. Je citerai les Belges, nos camarades de Wallonie, qui ont écrit Éducation populaire, la puissance de penser et le pouvoir d'agir aux éditions du Cerisier en 2016, qui a vraiment une vision, mais la Belgique c'est différent, ils ont des lois sociales qui sont différentes, mais c'est très très intéressant leur analyse. J'ai envie de citer aussi le Penser et agir en commun, fondements et pratiques d'éducation populaire qu'on a publié pour les 70 ans. Et dans une vision plus large, il y avait un bouquin que Dumasdier avec d'autres, La leçon de Condorcet, qui était une conception oubliée de l'instruction pour tous, nécessaire à une république. C'était sur le grand texte de Condorcet, je crois que c'est 1792. Alors, Christian Morel, et donc son ouvrage Éducation populaire et puissance d'agir, les processus culturels de l'émancipation, où là on a vraiment des fondamentaux et et toutes les démarches d'éducation populaire et comment elles se traduisent aussi. J'en ai parlé donc François Galichet, son livre donc sur l'émancipation, se libérer des dominations, sur un ouvrage vraiment pour le travail de formation des adultes. Là c'est Marcel Lesne, Le travail pédagogique et formation d'adultes, un classique pour les équipes de formation. Alors le dernier ouvrage de Philippe Mérieux, qui ralliait l'éducation et le politique, donc qui s'appelle Éducation, rallumons les lumières, et le sous-titre c'est Enfance, école, politique de jeunesse, éducation populaire, médias, résister et reconstruire. Et on a parlé aussi organisation de la résistance, et il y a Adeline de l'Épinay qui a écrit un ouvrage sur résister là, et des processus à mettre en œuvre justement pour s'organiser collectivement. Quand même aussi d'une manière générale, comme on parlait d'enseignement, Rancière, Jacques Rancière, philosophe, qui le maître et l'ignorant, mais il écrit il y a plein de choses, et c'est quand même ce qu'il écrit, c'est un grand appui pour situer son action et redonner du sens politique aussi à son action. Très bien. Eh bien, je vous remercie déjà pour ces ressources, et plus largement pour avoir accepté de participer et pour vos brillantes interventions. Donc vraiment merci beaucoup. Merci. Écoute, merci à toi. Écoutez. Merci encore à Paul et Ludo pour leur participation à ce podcast portant sur les questions d'éducation et de formation au sein des mouvements d'éducation populaire. Et vous, chers auditeurs, je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Génération Liée.